d'un pays comme l'Angleterre l'a bien démontré, ça amène à une efficacité de la concertation sociale. On sait qu'en concertation sociale, s'il y a un préavis de grève, vous avez l'obligation d'intervenir dans un processus de négociation dans un délai très court et que vous avez à rembourser les voyageurs si la concertation échoue. Alors, est-ce que c'est une manière de faire payer une certaine mauvaise foi syndicale ou est-ce que c'est un échec de la direction qui n'écoute pas les revendications? Indemniser les voyageurs en cas de grève, est-ce que c'est une prime à la grève? Non, moi je veux simplement dire quelque chose au sujet de ces indemnisations ou des compensations. Le système de compensation actuel en Belgique, c'est un gâchis, c'est un gaspillage d'argent. Nous payons actuellement en compensation, nous avons un coût total d'environ 3 millions d'euros. Et ça comprend l'administratif, la paperasse? Oui, la paperasse, ça représente la moitié. Nous dépensons 1,5 million d'euros pour traiter un peu plus de 100 000 dossiers. Alors, ça c'est déjà, je dirais, perdu. Dans les 1,5 qu'on verse aux voyageurs, il y a la partie retard fréquent. Alors, les retards fréquents, c'est un sujet de fraude massive. Ça veut dire que les usagers fraudent et tentent d'obtenir de la compensation de la SNCF de manière illégale. Absolument, mais c'est très facile. Mais les retards, c'est pas la cause des voyageurs, rassurez-moi. Non, 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 mais je dis pas ça. Je dis simplement, ces 3 millions que nous dépensons, il y a une très faible partie qui va vraiment à des voyageurs qui ont eu des retards. Mais pour 3 millions d'euros, nous pouvons offrir à 700 000 personnes un voyage en train. Alors il se faut poser la question, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de rendre service aux voyageurs ou de dépenser de l'argent inutilement? C'est simple. Alors ce qu'on dit sur la compensation, quand il y a un retard, aujourd'hui il faut avoir un certain nombre de retards pour avoir une compensation sur son billet de train par rapport à un retard de 15 minutes ou de 30 minutes. À l'avenir, ce qui est sur la table aujourd'hui, ce serait ne plus indemniser les retards de 15 minutes et d'indemniser les retards de 30 minutes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Est-ce que ça va simplifier la vie de la SNCB au profit de la SNCB ou ça va simplifier la vie des usagers? Certains estiment que c'est une prime au dérapage horaire. Il faut être clair. C'est pas le fait qu'il y a des compensations qui va déterminer la ponctualité des trains. Il faut une sanction quand même. Non, je ne suis pas d'accord. La motivation de notre personnel n'est pas déterminée par le fait qu'il faut payer des compensations. La motivation du personnel doit venir de la fierté d'être une entreprise performante. Et en fait, nous demandons à notre personnel justement de faire tous les efforts, et je rappelle quand même qu'en 2014 et en 2015, nous sommes en train d'améliorer la ponctualité de façon importante. Nous sommes revenus à des niveaux de ponctualité qu'on avait en 2008 ou en 2007. L'année 2013 a été catastrophique, mais nous sommes en train de remonter la pente. Et ça n'a rien à voir avec les compensations. Avec les compensations qui sont pourtant très compliquées pour les gens. Et je vais vous lire ceci, c'est un voyageur qui tient en fait la comptabilité de l'ensemble des retards et qui a une application qui va faire ça. Il dit, par rapport aux compensations, si on ne compense plus que les retards de 30 minutes, il dit, merci la SNCB, je le cite, merci de nous prendre pour des imbéciles, cochons, payeurs. Et vous avez une mauvaise image sur la ponctualité, en plus une mauvaise image sur les compensations. Oui, mais notre image sur la ponctualité, vous savez, elle vient justement de la période 2012-2013. On remonte la pente et vous savez aussi bien que moi, c'est toujours difficile de se bâtir une bonne image, une mauvaise image, on peut l'établir en une seconde. En ce qui concerne le financier, il faut quand même revenir à la question de base. Si la SNCB a dépensé 3 millions d'euros, quelle est la priorité? D'offrir plus de services aux voyageurs ou de le dépenser dans des frais administratifs et en paiement à des utilisateurs qui finalement font de la fraude? Merci M. Cornu pour cette précision. Certains qui ne fraudent pas vont apprécier votre déclaration. Néanmoins, la SNCB est dans des difficultés budgétaires, 300 millions de moins pour fonctionner. Vous l'avez déclaré dans la presse cette semaine. Vous pensez éventuellement à une augmentation des tarifs, en tout cas une flexibilité, augmenter le prix
du billet de train lors des heures de pointe et être plus attractif sur les heures creuses. Vous allez le faire, vous pouvez le faire, ou bien c'est une demande que vous formulez au gouvernement? En fait, il faut voir ce qui s'est passé les 10 dernières années. Nous avons eu une inflation cumulée sur les 10 dernières années de 22%. Pendant cette période... C'est le coût de la vie, c'est le coût de la vie, voilà. Les revenus moyens par voyageur pendant cette période, pour la SNCB, n'ont augmenté que de 6%. Donc le prix des billets augmente de 6% et le pouvoir d'achat diminue de 22%. En fait, l'inflation a augmenté de 22%. 22%. Si je prends un exemple d'une société qui nous est présentée tout le temps comme un exemple, c'est la Poste. Un bon exemple? Un bon exemple, on me dit, mais pendant la même période, ils ont augmenté les tarifs de 53%. Ça veut dire, eux, ils ont eu 30% de plus que l'inflation en prix, et nous avons eu 16% en moins. Ça vous donne le droit d'augmenter les tarifs demain, ça? Non, je ne dis pas demain. Nous avons un conseil d'administration qui est quand même composé de gens qui sont intelligents, qui ont beaucoup d'expérience. Il faut faire l'hypothèse que ce conseil il va prendre des décisions qui sont mesurées, qui sont intelligentes. Il ne faut pas penser que tout de suite, là, nous avons augmenté les tarifs. Vous avez étudié les tarifs des autres pays en Europe et vous dites que dans certains cas, on paye 52% plus cher ailleurs. Et donc, il est possible d'augmenter les tarifs chez nous. La différence avec la Poste, c'est que la Poste est partiellement en bourse et donc partiellement privatisée. Le problème, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas tous les moyens et toutes les possibilités de décision. Il y a trop d'États, trop de décisions politiques à la SNCB. En fait, nous sommes dans un pays où on reproche tout le temps aux entreprises qui sont détenues par l'État d'être inefficaces, ils ne font pas bien. Et en fait, on va privatiser une entreprise et cette entreprise, soudain, elle va mieux. Pourquoi? Parce qu'elle obtient une grande liberté. Ça veut dire que vous êtes pour la privatisation de la SNCB? Pas du tout. Moi, je suis pour beaucoup plus de flexibilité pour la SNCB, pour son conseil d'administration. Vous voulez plus de marge, plus d'autonomie? Absolument. Y compris dans la fixation des tarifs? Absolument, parce que il faut que le conseil d'administration de la SNCB puisse prendre les décisions qui sont nécessaires pour assurer la pérennité de cette société. Et si c'est toujours l'État qui doit prendre toutes les décisions, même sur le moindre tarif, sur les compensations, surtout, à ce moment-là, on ne va pas aller de l'avant. C'est votre point de vue. Alors, par rapport à l'étude que vous avez faite, vous estimez qu'on paye plus cher l'utilisation du réseau. En clair, du rail. Et le rail, c'est Infrabel, c'est l'infrastructure. Est-ce que, grosso modo, on fait payer trop cher Infrabel et que des moyens financiers vont là, dans cette autre société publique? En fait, mon problème n'est pas que Infrabel doit être financé. C'est évident qu'on doit financer l'infrastructure. Mais c'est le problème, par la SNCB. Oui, mais le problème, c'est la formule. Vous avez des formules, pour le moment, qui, en fait, découragent le développement du trafic. Je prends un exemple très concret, le RER. Le RER, c'est quand même, je dirais, un réseau suburbain avec beaucoup de trains qui doivent s'arrêter fréquemment. Ouais. Nous avons une formule où on paye chaque arrêt. Avec l'Infrabel, vous faites payer les arrêts. Donc, absolument. Plus vous arrêtez, plus ça vous coûte cher. Absolument. Donc l'Infrabel décourage le développement du train de mobilité. Je ne dis pas Infrabel, la formule qui est dans notre contrat de gestion actuellement décourage le développement du train. Et quand on se compare à des réseaux à l'étranger, on voit très bien que nous avons une utilisation du réseau qui est nettement plus faible. Si je me compare à la Hollande, par exemple, ils ont 2 fois plus de trains par kilomètre de voie qu'en Belgique. Et ça le coût vous revient à 4 fois plus cher qu'aux Pays-Bas. Oui, mais bon, ça c'est justement une conséquence du système. Ça veut dire qu'ici, il faut absolument changer un certain nombre de règles. Ça veut dire qu'il faut économiser dans l'infrastructure avant de faire payer le consommateur? C'est votre priorité? Non, pour moi, ma priorité, c'est de partir des besoins du voyageur. Nous avons en fait eu, les 10 dernières années, une politique d'extension de réseau. Ce que je regarde... Son besoin n'est pas de payer plus cher. Excusez-moi. Le besoin du voyageur, c'est pas de payer plus cher, c'est de voyager mieux. N'oubliez pas qu'il a une poche de contribuable qui paye déjà, et vous allez aller chercher de l'argent dans l'autre poche, celle du voyageur. Oui, mais finalement, il faut regarder le coût total. Et le coût total, pour nous, pour le moment, il est plus élevé qu'ailleurs. Si ce soit payé par le voyageur ou payé par l'État. Finalement, l'État, c'est aussi le contribuable. Hein. Bien sûr. Et je rappelle simplement, déjà au niveau du contribuable, chaque ménage en Belgique paye environ
en 1000 € par an pour le train. Ça veut dire Infrabel et la SNCB combinés. En conclusion, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement, et en une phrase, en quelques secondes, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement à la veille de nouveaux plans de transport? Plus d'autonomie de décision pour la SNCB. Premièrement, plus d'autonomie de décision et la simplification d'un certain nombre de règles. Et j'ai donné l'exemple des compensations où en fait on gaspille l'argent du contribuable pour en fait une contribution aux voyageurs qui est très faible. Moi je préfère offrir à 700 000 personnes un voyage en train au lieu de dépenser cet argent en coûts administratifs, en bonne partie pour des fraudeurs et finalement en très faible partie vraiment pour des voyageurs qui ont eu un retard. Merci M. Cornu, on va passer à la suite de l'émission de mise au point et on va parler de football. Je sais que vous aimez le foot, mais vous n'aimez sans doute pas la corruption, ça va être le thème du débat. Merci M. Cornu. Ok, merci.